Certainement, depuis que vous êtes touché par cette maladie, vous avez pris un arrêt. Vous avez dit non à quelque chose, vous avez peut-être dormi plus que d'habitude, vous ne pouvez pas aller travailler, vous ne pouvez peut-être pas vous occuper de votre famille, de vos enfants, des choses de la maison qui sont importantes pour vous, et vous vous sentez coupable. Coupable vis-à-vis de votre travail, coupable vis-à-vis de votre partenaire, coupable vis-à-vis de vos enfants, coupable vis-à-vis de vos amis peut-être quand vous refusez des soirées. Coupable vis-à-vis de vous-même, en permanence. Vous vivez avec cette culpabilité. Bonjour et bienvenue dans le podcast S'apaiser, trouver l'équilibre face à la maladie. Je suis Lisa Brienne, psychosophrologue et thérapeute spécialisée dans l'accompagnement de la maladie. Je vis moi-même avec une sclérose en plaques depuis plus de 16 ans et comme vous, j'ai traversé toutes les phases émotionnelles qui accompagnent la maladie chronique, du choc initial à la recherche d'un nouvel équilibre. Dans ce podcast, je partage avec vous mon chemin vers l'apaisement, sans filtre et avec authenticité. Mais surtout, je vous propose des outils concrets, ceux que j'utilise au quotidien et ceux que j'enseigne aux personnes que j'accompagne, pour vous aider à trouver votre propre équilibre, quel que soit votre parcours de santé. Alors bienvenue dans cet espace où votre expérience est comprise et où la sécurité émotionnelle devient possible. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Beaucoup de personnes viennent me voir pour parler de toutes ces émotions qui sont difficiles à vivre dans un contexte de maladie chronique. Ça peut être de la peur, ça peut être de l'irritabilité, ça peut être beaucoup de tristesse, ça peut être une hypersensibilité, une hyperémotivité présente en permanence. Ces crises de larmes ponctuelles, ces crises de fou rire, ça peut arriver parce que ça peut être nerveux, cette anxiété permanente. En fait, tout ce flot d'émotions que l'on n'arrive pas à gérer et on ne se reconnaît plus, on ne comprend pas ce qui se passe. Et dans ce lot d'émotions se trouve une émotion pour laquelle souvent on ne vient pas me voir, on ne vient pas me consulter dès le début. Parce qu'on n'en a pas conscience ou c'est même très intime, très profond et au fond, on n'a pas envie d'oser s'avouer que au fond de nous, on se sent coupable. Parce qu'après tout, on est d'accord, on n'est pas coupable d'être malade en soi. Ce n'est absolument pas du tout notre faute si à un moment notre corps est en souffrance et qu'on n'est plus en mesure de pouvoir faire toutes les tâches que l'on faisait habituellement. En soi, la culpabilité est une des émotions les plus fréquentes que je retrouve et que l'on trouve chez toutes les personnes touchées par une maladie. Pourquoi ? Parce que déjà de base, on est dans une société très judéo-chrétienne. Et ce qui se passe, c'est que la culpabilité fait partie des mœurs. On a grandi, on a depuis toujours, depuis la nuit des temps, on a toujours été dans cette notion de culpabilité. Il faut que je sois une bonne personne pour être aimable, pour être aimée, pour avoir l'attention dont j'ai besoin, pour me nourrir, pour être quelqu'un d'agréable. Mais c'est vraiment une émotion, et c'est pour ça que je tiens vraiment à en parler dans cet épisode, c'est parce que clairement, c'est une émotion qui est le moins abordée spontanément en thérapie. Qu'on va pas venir dire je viens vous voir parce que je me sens coupable. Évidemment, parce que si jamais on avait le malheur de le nommer, de dire je me sens coupable, autour de nous, tout l'entourage va dire bien sûr que non, c'est pas ta faute. Si tu es malade, tu n'y peux rien. Et donc il y a cette ambivalence intérieure de nous qui est en fait, je ne devrais pas me sentir coupable, je le sais intellectuellement que je ne dois pas me sentir coupable. Mais au fond, et c'est une réalité émotionnelle qui est bien réelle et qui est présent en sourdine. On ne veut pas se le reconnaître, mais il y a toujours cette petite pique qui vient et qui, très souvent, peut être à l'origine de beaucoup d'autres émotions, en apparence, bien plus normales. Colère, tristesse, peur. Et dans cet épisode, je voudrais vraiment parler de la culpabilité comme auto-maltraitance émotionnelle que l'on peut se faire subir. Une fois de plus, ça n'est pas volontaire de notre part, on n'y peut rien, c'est tout un mécanisme qui se met en place, c'est pouvoir ici vous apporter un petit peu plus de douceur, de bienveillance envers vous. La maladie est déjà suffisamment difficile à vivre, autant que l'on puisse s'apporter un peu plus de douceur à côté. Pour moi, le but dans cet épisode, c'est de vous faire comprendre d'où vient justement cette culpabilité de ralentir parfois, puisqu'on ne s'autorise même pas à ralentir, à prendre soin de nous, et parce qu'il faut qu'on continue à avancer, il faut qu'on continue à être cette personne forte sur qui on peut compter.
pourquoi ça n'est pas la vérité, pourquoi ça n'est pas une vérité sur vous, en fait. Ça n'est pas parce que vous vous sentez coupable que vous l'êtes. C'est très important, la nuance. Ce que ça vient dire de vos valeurs profondes, de qui vous êtes, de la personne. Pouvoir remettre le curseur de, en fait, c'est pas parce qu'à un moment ou un autre je ralentis que ça fait de moi une mauvaise personne. Et surtout, ce que j'ai envie de vous apporter dans cet épisode, c'est pouvoir commencer à vous en libérer, des petites astuces. Mon but à la fin de cet épisode, c'est de pouvoir vous offrir un regard plus juste sur cette culpabilité. Un regard plus, ce que j'appelle principe de réalité. C'est-à-dire qu'on a un filtre émotionnel qui nous fait croire plein de choses avec nos émotions, on imagine beaucoup de choses, et on a le principe de réalité, ce qu'il en est réellement dans la vie en tant que telle. Et donc ça, c'est vraiment cette capacité à pouvoir porter un regard plus neutre, on va dire ça comme ça. Aussi, ce que je voudrais vous apporter, c'est cette permission intérieure de ralentir. Sans vous trahir, sans forcément aller à l'encontre de qui vous êtes, c'est-à-dire sans forcément renoncer à continuer à faire du bien autour de vous, à continuer à être cette personne professionnelle que vous êtes, à continuer à être cette maman ou ce papa euh, bienveillant, débordant d'amour et entièrement envers ses enfants, ou cet ami sur qui on peut compter, ce conjoint, cette conjointe, sur qui on peut compter aussi. Et enfin, des pistes concrètes pour sortir de ce cercle vicieux qui est réellement épuisant. Cette espèce d'ambivalence intérieure, ne sois pas coupable, mais en fait, au fond, quand même, je me sens coupable. Je sais que je ne devrais pas, mais je me sens coupable. Ça, c'est dur. Alors, le point numéro 1 ici, c'est que la culpabilité n'est pas une vérité. Ce que je vous explique, en fait, la culpabilité, c'est une émotion. Ça n'est pas un fait. Une fois de plus, quand on est dans l'état émotionnel, on fonctionne avec notre cerveau limbique. Donc, quelque part, c'est un petit peu l'émotion, c'est comme si on avait une partie enfant en nous qui vient s'exprimer. On n'est pas rationnel du tout quand on est dans l'émotionnel. J'imagine, ça doit vous parler quand vous êtes dans une crise de larmes ou dans une crise d'anxiété. On perd complètement sens avec la réalité. Quand on revient et quand on s'apaise, on dit « je comprends même pas pourquoi j'ai réagi comme ça ». La culpabilité, c'est la même chose. Ça vient dire « j'aurais dû faire autrement ». Même avec cette maladie, en fait, je devrais continuer, je devrais encore avancer, je devrais travailler. Je devrais absolument, il faut que je continue à m'occuper, alors de mes enfants, bien sûr, on n'a pas le choix, mais à continuer à en faire autant que ce que je faisais avant. Sauf qu'avec une maladie chronique, c'est pas toujours possible. Principe de réalité. La fatigue est là, les symptômes sont là, principe de réalité, on ne peut pas. Ça n'est pas notre faute, on ne peut pas. On n'a pas choisi de tomber malade. On n'a pas choisi d'être fatigué. On n'a pas choisi d'avoir ces symptômes. En tout cas, vous n'avez pas choisi, vous non plus, parce que je m'inclus dans l'eau forcément. La culpabilité en tant que telle, ça parle beaucoup plus de vos valeurs, en fait. Non pas de la maladie ou quoi que ce soit, ça parle de vos valeurs qui peuvent être l'implication, la fiabilité, le fait de prendre soin des autres, que de vos fautes réelles. C'est-à-dire que en soi, c'est pas parce que vous ne le faites pas parce que vous êtes fatigué que c'est une réelle faute. Vous, c'est la sensation de vous dire « Oh, si je fais ça, je suis pas quelqu'un de bien, je n'ai pas de valeur ». Je vous donne un exemple, une métaphore. C'est comme si vous étiez dans un tribunal où vous êtes à la fois l'accusé, à la fois le procureur et à la fois le juge. C'est-à-dire que vous êtes la personne qui est sur le banc des accusés, vous êtes le procureur dont le but est de faire absolument tout pour faire que la personne soit accusée, et vous êtes le juge qui doit trancher. C'est très 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 inconfortable comme situation. Vous vous condamnez pour des actes qui n'étaient pas sous votre contrôle quelque part. Ce tribunal intérieur, il est complètement injuste. Et puis, vous êtes vraiment le ou la seule à pouvoir l'arrêter. C'est vraiment une question de dialogue intérieur, quelque chose de réapprendre la bienveillance avec cette phrase que j'adore dire aux personnes que j'accompagne et que je me répète souvent, je fais du mieux que je peux, vraiment. Par exemple, je me rappelle d'une personne que j'ai accompagnée qui est atteinte de fibromyalgie depuis plus de 5 ans et qui me disait qu'à chaque fois qu'elle retournait au travail après un arrêt, elle s'excusait systématiquement. Elle savait que c'était pas sa faute, elle savait très bien qu'elle pouvait rien y faire et que c'était comme ça. À un moment, elle était en crise et elle était incapable de pouvoir retourner travailler. Mais quand elle revenait, elle s'excusait d'avoir été absente, elle s'excusait d'avoir mis ses collègues dans l'inconfort parce qu'ils avaient dû absorber aussi sa charge de travail. Et quelque part, elle se sentait redevable en permanence. Et je comprends très bien, pour ma part, pendant très très longtemps,
je me sentais extrêmement coupable dès que je devais m'arrêter. Je donnais des formations et quand à un moment j'étais plus capable parce que j'étais trop fatiguée, il y avait quelque chose qui venait se placer et mon corps il lâchait, ben, c'était une culpabilité énorme. Oh, j'ai failli, j'ai pas été à la hauteur. Mais qu'est-ce qu'on va penser de moi alors? Je suis pas capable. Je suis quelqu'un alors qui n'est pas capable, qui n'est plus en mesure d'assurer son travail. En réalité, c'était juste un équilibre à trouver. Plutôt que de me mettre et de faire à fond les ballons pour absolument montrer à quel point j'étais capable, il y avait juste un équilibre à trouver, un entre-deux, que j'ai mis du temps à trouver, hein. Donc c'est un chemin, vraiment. On peut pas, il n'y a pas suite à un diagnostic, c'est pas du jour au lendemain, pouf, ça y est, on a la solution magique. C'est tout un chemin intérieur à créer. Et encore une fois, il n'y a pas de baguette magique parce que toutes les personnes, personne ne se ressemble, on est tous uniques. Donc ce qui va convenir à une personne peut ne pas convenir du tout à une autre. Chacun a son propre équilibre à trouver. Et ça demande d'être accompagné parfois. Parce que on a beau tâtonner, il y a des choses où il y a des endroits où on n'arrive pas à aller seul. Et c'est très juste, c'est entièrement normal. Si c'est le cas, si vous vous retrouvez là-dedans, on peut tout à fait prendre le temps d'en parler. Alors le deuxième point ici, c'est d'où vient cette culpabilité? Ce que j'aimerais vraiment prendre le temps de vous expliquer. La culpabilité de ralentir, de prendre soin de soi, ça vient souvent de messages qui ont été intégrés très très tôt. Ça vient souvent de messages, parfois ça vient d'un univers familial. Encore une fois, c'est pas la faute à vos parents. Eux-mêmes avaient certainement baigné dans un univers encore au-dessus qui leur appartenait pas. Je travaille beaucoup là-dessus en psychogénéalogie. C'est fascinant parfois de regarder des mécanismes qui se transmettent de génération en génération. Et nous, on arrive là, on se dit, ok, en fait, tout ça, ça ne m'appartient pas, et maintenant, moi aussi, j'ai des symptômes, j'ai une maladie, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je décide de continuer à fonctionner avec ça, ou est-ce qu'éventuellement, je m'autorise à faire autrement? Des choses, par exemple, ça peut être, faut pas se plaindre. On ne se plaint pas dans notre famille, on serre les dents et on continue. Ça, c'est très courant dans les personnes que j'accompagne. J'en ai quelques-unes comme ça où je serre les dents et je continue. Avec surtout, il faut que je sois fort, que je sois forte. Moi, maman, je suis celui ou celle qui tient la barre dans la maison, à la maison. Donc, il faut absolument que je continue à faire pareil. Au travail, on compte sur moi. Je suis la personne ressource sur qui on compte. Donc, imaginez-vous quand à un moment, on n'est plus capable, non pas parce que ça ne veut pas dire qu'on ne le sera plus sur du long terme, mais que sur cet instant précis, on a besoin de lever un tout petit peu le pied et de prendre soin de nous. Encore une fois, cette notion de justesse. Trop, c'est pas bon, pas assez, c'est pas bon. Trouvez vraiment cet équilibre-là. Ces phrases aussi comme il y a pire que moi et les autres font bien plus alors qu'ils ont pire que moi. Donc logiquement, moi, vu que c'est pas si grave que ça, vu que moi j'ai pas des symptômes qui sont trop handicapants, je devrais pouvoir faire encore plus. Là, c'est vraiment se tirer une balle dans le pied complètement. Et ces phrases aussi qui sont très tendance, hein, que j'entends encore beaucoup, beaucoup, même si il y a de plus en plus cette ouverture à prendre soin de soi, à être un peu plus dans l'écoute de soi, heureusement, grâce à toutes ces notions de développement personnel et tout ça. Cette phrase, tu te reposeras quand tu seras mort. Alors, évidemment, une fois qu'on a une maladie, cette phrase-là, elle nous hérisse les poils et on regarde ça un petit peu avec une autre manière. Mais il y a des familles où vraiment les enfants sont nés et ont toujours entendu dire ça. Je suis fatigué, bof, tu te reposeras quand tu seras mort. C'est une expression qui était monnaie courante, hein, qui était soi-disant rigolote. Mais on ne peut pas vivre ça. Et d'autant plus aujourd'hui avec cette pression sociale sur la productivité, sur le faire. Il faut être fort, il faut montrer qu'on serre les dents, il faut montrer qu'on y arrive. On n'accepte pas la partie un peu plus fragile, un peu plus faible. Donc forcément, on est obligé de se sentir coupable dès qu'on sort du rythme normal. Alors, on est obligé, on est d'accord? Non, on n'est pas obligé dans le sens principe de réalité. Mais quelque part, c'est obligé qu'à un moment ou à un autre, on se sente coupable. On n'a pas à se sentir coupable, mais qu'on se sente coupable, c'est comme si tout était là, le terrain était là pour qu'on soit dans cette émotion-là. C'est vraiment une programmation comme un logiciel qui est installé en nous depuis toujours. Un logiciel qui est installé en nous depuis l'enfance. Parfois même, on est né, c'était déjà dans notre famille et dans tout ce qui se jouait dans les générations d'avant. C'est vraiment, notre valeur équivaut à ce qu'on produit. Et quelque part, historiquement, c'était le cas, hein, puisque on envoyait les enfants travailler et effectivement, bah, plus on produisait, plus on était en mesure de faire vivre la famille. Donc ça a vachement de sens. À partir du moment où
on n'est plus en mesure de produire parce qu'on a des fragilités, parce qu'on est fatigué, parce que ceci à ce moment-là, alors, quelque part, inconsciemment, ça équivaut à tu ne vaux plus, tu ne vaux plus rien. Ça parle vraiment de sa valeur personnelle. Ça nous dépasse, ça va au-delà de ce qui se joue là aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose qui est dans nos mœurs, dans nos cellules depuis toujours. Ce logiciel, il tourne en arrière-plan en permanence. Et en soi, il n'a jamais été mis à jour. Maladie ou pas, il n'a pas été mis à jour. Il est souvent pas mis à jour tant qu'on n'a pas souvent travaillé sur soi ou qu'on n'a pas pris un moment pour faire remonter tout ce qui était inconscient, dont on n'avait absolument pas du tout conscience, et se dire ah mais c'est ça, toutes ces injonctions avec lesquelles j'avance. Ah mais c'est ça, tout ce que je me répète en boucle, en permanence. Eh bien en fait, je peux peut-être faire autrement. En fait, je peux peut-être me donner le droit de faire autrement et d'être libre. La liberté, c'est vraiment une valeur que j'ai appris à développer, hein, vraiment, qui est extrêmement importante pour moi. Cette notion d'être libre, libre de toutes les injonctions qu'on reçoit depuis toujours. Et Dieu sait que moi, en transgénérationnel, j'en avais beaucoup, 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 surtout en tant que femme. J'ai une famille qui est très macho, on va dire. La place de la femme était très peu importante dans ma famille. Il a fallu que je travaille beaucoup sur moi pour me donner le droit d'être autre chose et puis d'être le droit aussi de lever le pied. Parce que quelque part, à un moment, j'avais voulu prendre le contre-pied. J'ai envie d'être une femme, j'ai envie de travailler, j'ai envie d'être différente, de montrer que je suis capable. Donc forcément, je m'en suis demandé encore plus que peut-être j'aurais demandé à d'autres personnes, ou peut-être que d'autres personnes auraient fait. Parce que je suis une femme, normalement, je suis vouée à ne pas faire grand-chose, mais j'ai envie de montrer que je suis capable, que je suis aussi intelligente et que je peux travailler. Alors du coup, il fallait que j'y aille et que je le fasse encore plus et que je prouve encore plus que j'étais capable. Donc forcément, c'était vraiment cette notion de si je m'arrête de produire, entre guillemets, si je m'arrête de faire, alors j'ai plus de valeur. Et donc, quelque part, je suis relayée à ces femmes qui n'avaient pas de valeur. Donc, je leur donne raison, en un sens. Il a fallu que je travaille beaucoup sur moi pour déconstruire tout ça, me donner le droit de faire autrement. Et puis me donner le droit qu'en fait, ma valeur, elle était absolument pas du tout dans tout ce que je faisais, dans tout ce que je produisais. Je suis moi avec mes capacités, avec mes limites, clairement. Avec une sclérose en plaques, j'ai des limites comme tout le monde. Et puis même de base, hein, maintenant j'ai 40 ans, il y a d'autres limites qui arrivent. Et puis au fur et à mesure, en prenant de l'âge, il y aura encore d'autres limites qui vont arriver. Et il y a plein de choses qui viennent se jouer. On a tous des compétences, des choses qui sont possibles et des limites. Et c'est normal. L'essentiel, c'est d'être à l'équilibre avec ça. À partir du moment où on prend conscience de ça, quelque part, on peut avancer en fonction de ce qui est juste pour nous. Et c'est là où je reviens avec cette histoire de liberté. Plus on arrive à se libérer de toutes ces injonctions et de tous ces on doit absolument être comme ceci, plus on se sent libre et plus l'énergie, elle circule. Elle circule dans le corps, elle circule en nous, elle circule dans notre vie. Et plus on se fait du bien, surtout dans un contexte avec un corps qui est fragilisé par une maladie. J'ai d'autres personnes aussi que j'accompagne qui ont grandi avec des parents qui étaient très très actifs, où le repos n'avait pas sa place. Quelque part, sa valeur, c'était de faire, de faire, de faire et de travailler, quand bien même il y avait des maladies, on travaillait, on travaillait. Et c'était encore une fois, tu te reposeras quand tu seras mort. Et on existe et on avait une valeur et on était intéressant au niveau de la famille que dans le travail, le travail, le travail. Ces personnes-là que j'accompagne, la joie n'existe pas. Elles ne savent pas comment contacter la joie. Elles ne savent pas comment faire des choses qui sont dans le plaisir, dans la douceur. C'est impossible. L'injonction, elle est trop forte. Alors, ça, c'est à se déconstruire doucement. On a à apprendre ça petit à petit. Et en fait, au fur et à mesure, on ramène de la légèreté, de l'énergie. C'est tellement agréable. Parce que, point numéro 3 ici, c'est très paradoxal, mais en fait, il s'agit de ralentir pour mieux avancer. C'est-à-dire que plus on ralentit, plus on prend soin de soi, plus on est en mesure de pouvoir avancer plus loin, tranquillement. Très souvent, quand on culpabilise de ralentir, on va avoir tendance à reprendre très vite, trop vite. Je l'ai fait, hein, je l'ai beaucoup fait. À l'époque, j'étais tellement coupable d'arrêter que dès que je me sentais un tout petit peu mieux, même le médecin me disait, c'est pas la peine, doucement. Et moi, je me disais, non, non, ça va, je tiens debout. Allez hop, je reprends. Et on va revenir avant même d'être prêt, d'être prête. On va reprendre un rythme qui va nous épuiser. Et forcément, à ce niveau-là, on rechute très vite, trop vite pour soi.
Et donc, ça vient nous conforter encore plus dans je suis malade, bien sûr, c'est encore une fois, c'est ma faute, etc. Et c'est un cycle qui est épuisant. Forcer, craquer, culpabiliser, reforcer à nouveau, et on tourne en boucle. Parce que du coup, on n'est pas à l'équilibre du tout, on se fait pas du bien. C'est un des pièges les plus courants que je trouve dans la maladie, quand on vit avec une maladie chronique. Maladie ou des maux, MAUX, chronique. C'est vraiment cette notion d'apprendre à ralentir au bon moment. C'est l'acte le plus responsable que l'on puisse faire pour nous, vraiment, pour prendre soin de nous. C'est l'acte le plus utile que l'on puisse faire pour pouvoir prendre soin de son corps au milieu de tous ces maux et de cette maladie. Je vous fais une métaphore ici. Vous êtes dans une voiture, au volant d'une voiture, et d'un seul coup, le moteur, il est en surchauffe. Le voyant rouge s'allume, le moteur, il a très très chaud. Vous avez deux choix. Soit vous vous arrêtez pour laisser refroidir, soit vous continuez à rouler, et à un moment, un autre, vous savez très bien que ça va être la panne sèche. Et là, quelque part, en soi, lorsque vous voyez ce principe de réalité-là, au fond de vous, vous le savez, principe de réalité, très bien, le moteur de la voiture, il est en surchauffe, je vais arrêter, je vais laisser refroidir, et je reprendrai plus tard, et puis j'irai plus doucement. Ça paraît une évidence, quand on est sur cette réalité-là, c'est tangible. Mais quand c'est sur soi-même, c'est très très compliqué. Ralentir, si je reprends cette métaphore, c'est pas abandonner la route, c'est juste pouvoir s'assurer de la finir. C'est ce qui compte, on est d'accord. Et d'ailleurs, des études sur les maladies auto-immunes montrent que le stress chronique, ça va aggraver les poussées. Vraiment, on le sait aujourd'hui. Donc, ralentir, si vous êtes touché par une maladie auto-immune, ou même par n'importe quelle maladie, j'ai envie de vous dire, ralentir, c'est pas du luxe, c'est vraiment de la survie. Et c'en est même presque même de la médecine. Alors, point numéro 4 ici, comment sortir du cycle culpabilité-épuisement. Je m'explique. Sortir de la culpabilité ne va pas se faire par la volonté seule. C'est pas allez, je décide, ça y est, basta, c'est fini, je me sens plus coupable. Ça demande vraiment un vrai travail de fond. Si vous avez écouté l'épisode depuis le début, vous comprenez qu'il y a plein de mécanismes qui sont très inconscients, qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas en fait qu'on s'inflige ça. C'est très très compliqué. Dans un premier temps, ça demande d'identifier les croyances qui viennent alimenter cette culpabilité. Alors, il y a des croyances que j'ai peut-être construites moi quand j'étais enfant, et puis il y a des croyances qui viennent même pas de moi, qui viennent en transgénérationnel, qui viennent d'au-dessus de moi, que mes parents m'ont transmis parce que eux-mêmes les avaient reçus d'avant et parce que quelque part, il y a eu des événements dans notre famille historiquement qui ont fait qu'on a développé cette croyance-là. Et cette croyance-là qui va venir alimenter cette culpabilité. Par exemple, je n'ai pas le droit de ne pas travailler, je n'ai pas le droit de m'arrêter. Parce que du coup, ça veut dire que ça fait quelqu'un de moi qui n'est pas capable, qui n'a pas de valeur. Ça, c'est une vraie croyance. C'est pour ça que dans un deuxième temps, il convient de venir questionner leur réalité. On en revient au principe de réalité. En fait, est-ce que vraiment c'est vrai, ça? Est-ce que vraiment, si je me dis ça, que si jamais je m'arrête, j'ai pas de valeur, est-ce que c'est vrai? Alors, évidemment, si on y croit, on va être persuadé que c'est vrai. Mais ça, vraiment, c'est au cours d'un travail, on peut venir déconstruire ça et d'aller observer ça comme si on avait un regard extérieur. C'est à ça que sert la thérapie. C'est que le thérapeute, c'est un miroir dans lequel on se regarde et on regarde en disant, à travers les questions, lorsqu'elles sont amenées, dire ah mais en fait, peut-être que je peux faire autrement. En fait, peut-être que c'est pas vrai, c'est pas la réalité. Peut-être que j'ai le droit de faire autrement. Quel soulagement, je suis libre. À partir de là, c'est réapprendre à se donner de la valeur indépendamment de la productivité, vraiment. Parce que notre valeur, on n'a pas à la gagner. Elle est là, tout simplement. On a de la valeur à partir du moment où on est, à partir du moment où on existe, on est là. On a même de la valeur dès qu'on est dans le ventre de notre mère. Donc, on n'a pas besoin de faire pour avoir de la valeur. On n'a pas besoin d'être dans l'action pour avoir de la valeur. Et ça demande, dans un quatrième temps, de pouvoir pratiquer l'autocompassion. Au début de l'épisode, je vous parlais de ces auto-maltraitances émotionnelles qu'on se fait subir. La culpabilité en fait partie. Et donc, du coup, ce qu'on peut faire et ce qu'on peut s'amener pour se faire du bien, c'est vraiment l'autocompassion. C'est vraiment comme une pratique quotidienne. Une petite astuce ici, c'est par rapport à là, ce que je suis en train de penser de moi, ce que je me répète pour moi, est-ce que c'est ce que je dirais à ma meilleure amie? C'est un exercice que je fais très souvent. Il y a beaucoup de choses que je vais me dire à moi que je ne dirai jamais à ma meilleure amie. Ma meilleure amie, je serai beaucoup plus indulgente, beaucoup plus bienveillante en disant attends, mais bien sûr que non, c'est pas possible, bien sûr que non, prends soin de toi, bien sûr que non, regarde là, t'es en train de te pousser à bout, tu vas exploser.
Par contre, envers moi-même, à l'époque, j'en étais pas capable. Aujourd'hui, oui, j'ai appris. Mais c'est tout un chemin, une fois de plus. C'est vraiment comprendre que si toute notre vie, on a joué à un jeu dont la règle était ta valeur égale ce que tu produis, c'est tout un travail de changer la règle du jeu. C'est vraiment tout un travail de pouvoir réécrire cette règle du jeu. C'est ça notre liberté. On peut tout à fait décider de réécrire cette règle. Alors c'est pas en un jour, ça se fait pas sans effort, mais encore une fois, c'est pas un effort qui est difficile, hein. Ça peut être très bien quand vous êtes accompagné, quand vous êtes avec une personne en qui vous avez confiance, qui vous convient. C'est vraiment, après, le vrai chemin, il est là, de trouver la personne avec qui on se sent en confiance et écouté, soutenu, compris. À partir de là, le chemin, il se fait tout seul. Oui, il y aura peut-être des sables mouvants à des moments, mais ça peut être aussi très doux, ça évolue tout seul naturellement. Ça peut évoluer vers ma valeur, c'est qui je suis. On arrive à la fin de cet épisode. En conclusion, ici, je voudrais que vous puissiez retenir 3 choses. La première, c'est que la culpabilité de ralentir, vraiment, ça n'est pas une vérité. C'est une émotion. Donc l'émotion, c'est pas tangible. Si je reprends l'exemple de la voiture, ça c'est tangible. L'émotion, c'est ce que je ressens, mais on n'est pas sur de la réalité. Ce que je ressens n'est pas forcément la vérité. C'est une croyance et une émotion qui est forcément façonnée par nos croyances. Et vraiment, vraiment ici, ça mérite d'être questionné. C'est vraiment quand on est sur une émotion, on peut aller demander, avoir un regard extérieur, d'avoir un autre angle de vue. Alors effectivement, c'est souvent plus neutre quand c'est fait par un professionnel. Ça mérite d'être questionné pour dire, mais est-ce que c'est vraiment vrai, ça, ce que je pense? Point numéro 2 ici, ralentir, c'est l'acte le plus responsable et le plus bienveillant et le plus doux que vous puissiez faire pour vous-même. Que vous puissiez vous poser, c'est pas que pour vous, hein, c'est pour en fait tout ce que vous allez pouvoir après accomplir par la suite. On reprend l'exemple de la voiture, c'est si jamais on prend le temps de se poser, de laisser la voiture se reposer, alors là on sera capable d'en faire plus. Là on sera capable de continuer le chemin. Si on force, à un moment ou à un autre, c'est le crash, c'est le burn-out. Clairement, aujourd'hui, c'est le mal de la société. On peut très bien aussi avoir une maladie chronique et un burn-out. Parce que, forcément, et c'est pas la maladie qui va enchaîner le burn-out, c'est tout ce qu'on va s'obliger à faire avec cette maladie. Troisième point aussi, votre valeur ne dépend absolument pas de votre capacité à tenir debout coûte que coûte. Votre valeur, elle n'est pas dans le faire, dans tout ce que vous êtes capable de créer. C'est pas ça votre valeur. Votre valeur, elle a toujours été là, même dans les jours les plus fragiles, même quand vous êtes fatigué, même quand vous n'en pouvez plus. Vous avez de la valeur, vous avez une immense valeur. À partir du moment où vous êtes en mesure de reconnaître ça, que vous pouvez travailler à reconnaître ça, oh, quelle liberté, il n'y a plus besoin de faire. On a juste à être. On a juste à être qui je suis. Avec ses bons et ses mauvais côtés. C'est juste ramener la balance dans je me regarde et c'est ok, je m'aime dans ce que je suis. Il y a des choses chez moi que j'aimerais changer, bouger, effectivement, et je travaille. J'essaye de me rendre meilleure au fur et à mesure. Mais je fais du mieux que je peux. Et on finira sur cette phrase-là. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser soit un commentaire ou à m'écrire. N'hésitez pas aussi à vous abonner sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à laisser une note de 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Ça me permettra de pouvoir le diffuser à encore plus de monde. N'hésitez pas aussi à le faire passer à des personnes dans votre entourage qui sont touchées par une maladie ou par des maux et qui vivent avec des choses douloureuses et que vous voyez peut-être s'exprimer, aller encore plus loin. Dans tous les cas, sachez que ce podcast-là aujourd'hui existe grâce à vous et vraiment pour vous apporter tous ces outils que j'aurais aimé recevoir au tout début, vraiment. J'ai mis 17 ans à construire tout ça pour pouvoir me former, pour pouvoir créer par la suite être cette accompagnante-là. Et c'est ça que j'ai vraiment envie de pouvoir vous apporter aujourd'hui à travers cet outil-là et ce podcast. Merci à tous et toutes d'être là et je vous souhaite une merveilleuse journée, après-midi, soirée, où que vous soyez. À très bientôt dans un prochain épisode. Au revoir.